Ouais, salut YouTube. Bon, chose promise, chose due. Petit cours sur le béton armé aujourd'hui. Comme je savais pas trop quoi filmer, ben je vais filmer un peu l'aquarium. Comme ça au moins, un peu l'aquarium, un peu la télé, un peu l'autre aquarium, comme ça au moins vous. Enfin voilà. Ça sera une page de fond. Donc allez, on va parler vite fait béton armé. Bon, béton armé. Le premier à avoir mis des armatures en fait dans du mortier, c'était Joseph Monnier, un horticulteur, le mec qui voulait fabriquer des pots, des bacs avec de l'eau dedans. Donc il a déposé un brevet. Ça a été le premier à déposer un brevet, certainement pas le premier à mettre de la ferraille dans du mortier. Mais ça a été le premier à breveter. Je sais plus quand, 1860, 70 par là. On a eu droit au premier DTU béton armé en 1906, ce que j'avais vu là il y a longtemps. Je crois que c'est ça, ça m'avait choqué d'ailleurs. Je m'étais dit putain, ça fait vachement longtemps. Donc voilà, 1906, détail béton armé. Mais bon, pour moi, le premier qui a vraiment marqué son temps. Le premier vraiment qui a marqué son temps, pour moi, c'est Fraissinet. Alors pourquoi Fraissinet? Fraissinet, c'était un ingénieur. Le mec, ça a été le premier à faire un pont. Ça a été le premier aussi à observer les phénomènes de vibration et dégazage en fait du béton, augmentation de la durabilité du béton par dégazage. Donc le mec déjà, bon voilà, premier pont, l'inventeur de la vibration dans le béton. Bon, le mec il s'est pas arrêté là, hein, ça a été l'inventeur du pré-contraint. Donc voilà, si on doit retenir pour moi qu'un nom dans le béton armé qui a vraiment révolutionné le truc en fait, c'est Fraissinet. Fraissinet cartonné quand même. Enfin voilà, à l'époque quand j'avais recherché un petit peu les origines du béton armé, je m'étais dit putain ce mec là, voilà, tu cartonnes quand même. T'as pas inventé un vaccin, mais aujourd'hui il y a pas mal de trucs qui tiennent grâce à toi, quoi. Donc alors, tiens, pourquoi le béton armé? Alors béton armé, je vais vous montrer quelque chose. En fait, le béton en lui-même, c'est quelque chose de très très bon à la compression. C'est un truc de fou. Genre, tu prends une plaque d'un mètre carré de béton de 20 cm d'épaisseur, sans ferraille, sans rien. Je pense que, je sais plus, 25 mégapascal en tonnes, ça fait quoi? Tu dois poser du 2000-2500 tonnes au mètre carré, quoi, en compression. 2500 tonnes au mètre carré, ça commence à faire un truc de sbotch, quoi. Par contre, à l'étirement, il reprend qu'un dixième de sa valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a un béton armé, non armé? Voilà. Donc là, on a droit à une poutre, hein. On la voit ici, une poutre, bloquée de chaque côté, un verre hydraulique au milieu. Ouais, je vous coupe le début, hein. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Et le problème, voilà, c'est rupture franche. On n'a pas de... Voilà, avant tout va très bien. Et juste après, tout va vachement moins bien. Donc en fait, l'armature, dans le béton, elle est là pour donner de la souplesse au béton. En fait, l'acier, il est là pour reprendre tout ce qui est phase d'étirement. En gros, je la joue simple, hein, mais en gros, l'acier, lui, il s'occupe de l'étirement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on étire petit à petit sans rupture? Je vais essayer de me rapprocher un peu. Donc voilà, on observe des fissures. Ouais, là sur le côté, ça étire, ça fissure, mais ça rupte pas. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure, ça a pété à combien? 25 kN, que je dis pas de bêtises. Ouais, 25 kN rupture. Bon, là, on est à 1000. Continue à monter, hein. Donc on voit la progression des fissures. Jusqu'à un moment où on arrive à un plateau, voilà, rupture à la compression. Donc là, c'est plus une rupture à l'étirement. On le voit ici, c'est une rupture à la compression du béton en haut.
Donc là, on va dire que ça fait le boulot, quoi. On va dire qu'elle est même un peu trop armée, mais ça fait le boulot. Donc voilà. Alors, on a eu de la chance avec le béton armé. La grosse chance, c'est d'ailleurs pour ça que de la chaux armée, on n'en retrouve pas dans des coffrages par exemple. Moi je connais pas bien la chaux, hein, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais la chaux a un coefficient de dilatation qui est beaucoup plus éloigné que le béton par rapport à l'acier. Le coup de chance qu'on a eu, en fait, c'est que l'acier et le béton ont un coef de dilatation qui est relativement proche l'un de l'autre. Donc, si ça n'avait pas été possible, que les coefs de dilatation avaient été trop loin, on n'aurait pas pu associer ces matériaux pour en faire un composite. Parce que qu'on le veuille ou non, en fait, un béton armé, c'est un composite de matériaux qu'on associe pour faire un matériau plus complémentaire que un des deux à l'unité. Voilà. En gros, ça, c'est le béton armé qui l'a inventé, comment que ça s'est passé un petit peu et le pourquoi du comment. Voilà. Alors, ouais, je me suis fait 2-3, je vous montre le calepin, hein. Je me suis fait 2-3 notes là, histoire d'avoir une trame, parce que j'ai tout en tête et je vous avoue que voilà, je suis pas du genre à aller sur Google pendant 3 jours, voir les forums et puis vous expliquer que je sais, alors que je sais pas, j'ai juste lu un forum. Non, non, c'est pas trop mon style. Donc là, je fais toute tête. C'est pour ça qu'il peut y avoir des hésitations ou des trucs qui viennent pas au bon moment. Désolé. Donc là, on va passer sur le vieillissement du béton. Alors, qu'est-ce qui fait vieillir le béton? Déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe autour du béton. Quand on vient couler un béton autour de l'acier, on l'a déjà tous vu en fait, on a coulé une barre qui était rouillée, on a dû casser ce même béton parce qu'on s'était raté ou parce que machin, et quand on casse, on s'aperçoit que la barre est toute blanche. Il n'y a plus de rouille dessus, elle est complètement passivée, on appelle, absolument plus de rouille dessus. Donc le pourquoi il n'y a plus de rouille sur un béton quand tu le démolis, en fait, c'est très simple. C'est le béton quand il monte en, comment dire, quand tu viens de le couler et autour de l'acier, tu as un pH de 12,5 à peu près, qui va perdurer dans le temps. Ce pH de 12,5, on sait que la rouille est stoppée à partir d'un pH 9. Donc de 12,5 à 9, t'es tranquille, c'est ce qu'on appelle la passivation de l'acier. Tu n'as pas d'oxydation de l'acier. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il fallait en fait, mais le problème c'est que ça dure pas dans le temps. Alors le pourquoi ça dure pas dans le temps, c'est parce qu'on a le CO2 atmosphérique en fait qui vient pénétrer à l'intérieur de la matière, qui vient faire une carbonatation de la matière et par modification chimique et moléculaire en fait, hein, je vous la joue courte parce que là rien que sur ce sujet il me faudrait une demi-heure. En fait, on tend à modifier en fait le pH vers le bas. C'est-à-dire que au plus on a du CO2 qui rentre à l'intérieur du béton, au plus notre pH descend, et à partir de pH 9, la rouille reprend. Donc en fait, il y a deux choses qui font vieillir le béton. C'est l'attaque par CO2. Donc le CO2, c'est une molécule qui est quand même relativement petite, hein, ça passe à travers tout, c'est assez compliqué de le stopper. La seconde chose, en fait, c'est les ions chlorure, le sel, hein, on va la jouer simple. Les ions chlorure, en fait, qui, eux, sont très très problématiques. Voilà, je vais pas vous mentir. Ions chlorure, plus CO2, bord de mer, ouais, là, ça commence à causer. Alors, les questions qu'on a en droit de se poser, en fait, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que c'est immuable, toutes ces questions-là. En gros, si tu es dans un endroit sec, 0% d'humidité, mais sec de chez sec, hein, 0% d'humidité, je crois que sur la Terre, je suis même pas sûr que ça existe en fait, il doit toujours y avoir un pourcentage d'humidité, mais bon, bref. Admettons, tu le mets dans un labo, 0% d'humidité, t'auras pas de, même s'il y a carbonatation, en fait, il y aura pas de rouille, en fait. Si tu es à 100% humide,
Ben, tu n'auras pas de rouille non plus du point de vue que tu n'as pas de carbonatation. Le CO2 ben, peut pas passer de l'eau directement dans le béton. Donc si tu es immergé dans de l'eau douce ou de l'eau distillée, on va prendre le cas de l'eau distillée hein, pour si on tombe sur des ingés là, au cas où, il faut un minimum précis quand même. Donc dans de l'eau distillée par exemple, tu plonges ton béton, tu n'auras pas de corrosion. Pourquoi? Pas d'attaque de CO2, très peu de carbonatation et résultat un pH élevé autour de la barre qui maintient une passivation. Par contre, si tu es à humidité relative entre 40% et 60%, je crois que le pic est à 60%, un truc comme ça, bah là tu te retrouves en fait un petit peu dans la merde du point de vue que c'est là où tu as le maximum de pénétration CO2 et une fois que c'est pénétré, en fait, humidité du milieu et corrosion. En gros, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qui se passe? L'acier, ouais, ça rouille, mais quelque part, on s'en fout. Ouais, ben non, en fait, on s'en fout pas. Pourquoi on s'en fout pas? Parce qu'en fait, l'acier en lui-même, quand il rouille, il gonfle. C'est un peu comme le glaçon. Hein, la glace prend plus de place que l'eau liquide. Ben là, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que la rouille prend plus de place que l'acier. Donc forcément, la barre gonfle. Et on se rend bien compte en fait que au bout d'un moment, ben comment t'expliquer, ton béton vient craqueler en extérieur. Ça vient de faire des pizzas à l'extérieur, de béton qui se décolle de la barre. On a déjà tous vu ça en fait, la barre bien rouillée, à l'air libre et tout, parce que ça a fait cloquer le béton. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux le pourquoi de la vibration. Ah tiens, si on vibre notre béton, on va dégazer les bulles d'air, on va augmenter la densité, donc on va réduire la porosité. En réduisant la porosité, en fait, ben forcément, ça fait un espèce de labyrinthe à l'intérieur de la matière. Prend plus de temps à la carbonatation. Voilà, donc déjà, tu commences à augmenter la durabilité de l'ouvrage. Donc non seulement, on parle pas de l'augmentation de densité de granulats en fait pour l'effet structurel. Là, je vous parle juste de vieillissement. Au niveau vieillissement, en fait, c'est quand même mieux de vibrer parce qu'on a une porosité beaucoup plus fine en fait que si on vibre pas. Donc déjà, premier point. Deuxième point, on comprend mieux l'enrobage. L'enrobage. Beaucoup de gens s'arrêtent à la première phase en fait. J'ai un enrobage de 3 cm. 2 cm et demi, 3 cm, 5 cm au niveau bord maritime pour éviter les attaques salines. Si je mets plus de matière à l'extérieur, je réduis mon attaque saline ou mon attaque CO2. Alors, ça, oui, ça c'est le premier point qui est relativement clair pour tout le monde. Après, il y a un deuxième point qui est un peu moins clair pour tout le monde. En fait, c'est si tu mets pas assez d'épaisseur de béton entre ta barre et ton extérieur, eh ben, tu auras une résistance à l'étirement du béton, de façon intrinsèque en fait, qui sera moins importante. Je te donne un exemple. Si tu mets ta barre à 1 cm de l'extérieur, non seulement elle va subir des attaques de carbonatation et saline beaucoup plus rapidement, mais en plus quand elle va gonfler, vu qu'il n'y a pas beaucoup de matière à l'extérieur, en fait, elle va pas retenir énormément l'étirement. Du coup, le béton va cloquer quasiment directement. Donc de là, on peut se dire, oui, si on augmente l'enrobage à 10 cm, moi je dis parfait, et tout le monde serait content. Le problème, c'est la notion économique qui est liée à ça. C'est-à-dire que pour avoir un structurel bon, admettons, entre deux barres, tu as un espacement de 32 cm entre deux barres pour un poteau de 40-40. D'accord ? D'un coup, ça pour un enrobage de 3 cm. Hein. Donc, tu te dis, ouais, machin et tout, ceci, cela. Tu as tes cadres, 32-32, tes barres, machin et tout, ceci, cela. Tu veux augmenter ton enrobage, en fait, il y a deux solutions. Soit tu resserres tes aciers à l'intérieur, et là, auquel cas, bah, tu reprends plus les efforts que tu devais reprendre. Si tu veux rester constant au niveau des efforts repris en cisaillement, torsion, flexion et tout ça de ton poteau, tu seras obligé d'augmenter ta section, admettons, à 45-45. Donc économiquement parlant, ton poteau coûtera plus cher pour avoir une meilleure protection. Donc les 3 cm ou 5 cm, en fait, c'est juste une partie un peu économique, acceptable. Tu
Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est ça dure suffisamment longtemps si on met cet enrobage-là, ça nous coûte pas trop cher, on n'est pas obligé d'augmenter en poids nos ouvrages, hein, plus de béton, plus de poids, on verra pourquoi et quelles conséquences ça a après. Donc tu as des mecs qui sont beaucoup plus intelligents que moi qui ont défini que la zone acceptable où en fait il y avait plus besoin d'aller plus trop loin, en fait c'était 2 cm, 3 cm et demi. Ça prévient relativement bien de l'étirement au gonflement de la barre. Et ça prévient suffisamment bien de tout ce qui est carbonatation et attaque d'ions chlorure. En gros. Voilà, Donc j'avais marqué en 5 solutions. Donc certains ouvrages sont peints avec des peintures qui, je pense, doivent être relativement fermées au CO2. Hein, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Je me suis jamais trop posé la question. Sincèrement, les peintures, pour moi, c'est pas quelque chose de définitif. Ils sont en train de bosser sur autre chose là. La dernière fois, je me penchais là-dessus. C'est la protection cathodique. Donc, protection cathodique, c'est quoi? C'est, je crois qu'on met l'armature à la cathode. Tu viens percer tes murs ou tes poteaux ou enfin bon ta structure béton armé. Tu perces, à l'intérieur tu mets des anodes de je sais plus quel matériau. Je te dirais une connerie à dire quelque chose que je crois savoir et pas que je sais. Donc je préfère rien dire. Et du coup on fait passer un courant continu à l'intérieur des armatures. Et du coup la corrosion vient se mettre sur l'anode et non plus sur la cathode. Donc résultat, on se retrouve en fait avec une passivation électrique par électrolyse en fait de l'armature béton armé. Bon là, je pense que les ouvrages, le coût, avant que ça soit démocratisé à tous les ouvrages béton armé, Joker. Je pense que là, ça risque à pas être demain. Donc, mais c'est l'avenir. Est-ce que le pont de Gênes serait tombé si on avait eu une protection cathodique en permanence dessus? Je pense pas. Je pense pas. Le pont de Gênes, c'est typiquement quand on regarde la forme du pont, quand on regarde la surface de contact à l'air par rapport aux descentes de charge. Le mec avait joué sur des effets de levier et d'armature d'étirement relativement partout. Ouais, ça c'est bien quand c'est neuf. Ça, quand c'est neuf, c'est super. Quand ça vieillit, que tu commences à avoir les résistances qui commencent à s'amoindrir et tout ça, bon, on a vu les conséquences. Passer d'acier, passer de ceci, passer de cela, attaque de CO2, bam, et tout par terre, et on compte c'est mort, et puis on pleure un peu, quoi. Donc, pas terrible. Alors, si j'avais marqué quoi? Avenir du béton. Ouais, alors déjà, l'avenir du béton, en l'état, si on continue comme ça, on va avoir des problèmes de sable. Ouais, là, le sable, ça va être compliqué. On a baisé pas mal de plages. On essaie de prendre du sable de partout. C'est un désastre écologique. Hein, on n'en parle pas trop, mais au niveau du sable, le béton, c'est un désastre écologique. Une fois, j'avais vu dans un reportage, je crois qu'on coule l'équivalent d'un terrain de football toute... je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'était toutes les 1 minute en France, on a l'équivalent d'un terrain de football de béton en fait qui est fabriqué quoi. C'est même on va dire allez toutes les 10 minutes, tu vois, histoire d'être sûr, tu vois. L'équivalent d'une surface d'un terrain de football toutes les 10 minutes en France. Imagine dans le monde, imagine la quantité de granulats qu'il faut pour cette merde. Donc en conséquence, Lafarge et tout ça, les gros là, hein, les Cemex, les machins et tout, se sont penchés un petit peu sur tout ce qui est recyclage de granulats, recyclage de béton. On essaie de récupérer par concassage ou des conneries comme ça en fait les granulats pour essayer de faire d'autres bétons. Tant qu'on n'arrivera pas à recycler de façon vraiment 100% notre béton, ça va être compliqué. Au bout d'un moment le sable, on le voit hein, sur certaines plages et tout, vraiment c'est une catastrophe. Donc voilà. Autre avenir du béton, alors ça c'est, j'ai pas de source là-dessus, hein, c'est juste moi qui me suis dit, tiens, comment on pourrait faire pour prévenir de la corrosion. Bon aujourd'hui économiquement parlant, hein, ça marche pas et puis on sait pas recycler, mais c'est de la barre composite. Hein, tu viens prendre de la barre en fibre de carbone. Tu vois,
Résistance à la corrosion, nickel. Résistance dans le temps, nickel. Étirement, flexion, machin, mieux que l'acier et tout, nickel. Le problème, c'est le coût, hein, avec le prix d'une barre de fibre de carbone, t'achètes tout le reste du chantier, quoi. Donc bon, à un moment donné, ça fonctionne pas. Il y a toujours la notion économique, hein. Si c'est parfait, mais qu'on sait pas faire parce que personne veut le faire, dans tous les cas, il faut quelque chose qui soit économiquement jouable pour que ça soit adopté par tout le monde. Sinon, c'est pas la peine. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas bien recycler les fibres composites, hein, dédicace à tous ceux qui ont des piscines à coque et tout ça. Le jour où ils vont vouloir recycler, voilà, on comprend mieux pourquoi elles sont rebouchées. Donc voilà en gros, quoi. Donc je voulais vous prendre... Ah ouais, merde, j'avais pas préparé les feuilles, quoi. Ah. Attends, j'appelle à l'aide. Mon amour, oui. Tu pourrais m'apporter quelques feuilles blanches, s'il te plaît? Je te remercie, mon père. Ouais, j'appelle à l'aide. J'aime ma femme, elle est trop gentille, quoi. Donc, là, on allait parler vite fait de tout ce qui est poutre. Alors, on nous a appris, hein, on sait que dans tout ce qui est structure et tout ça, une structure arrive à accepter, en gros en déformation, tout ce qui est déformation de l'ordre de 1/500e. 1/500e de la portée. Donc en fait, tu vas prendre une portée de, je sais pas moi, 8 mètres. Ah, j'ai pas préparé le calcul. C'est voir, j'ai préparé, non, bon, c'est pas grave. Ouais, bon, on va prendre pour 2 mètres. 1/500e de 2 mètres, ça va, de tête, j'y arrive. Tu vas prendre, admettons, pour la longueur de l'aquarium, là, tu prends 2 mètres. En flexion, on arrive à accepter jusqu'à 1/500e, de 1/300e à 1/500e, mais si tu tiens 1/500e de la portée, donc 1/500e de la portée, c'est 4 mm. Voilà, 4 mm entre ce bout-là et ce bout-là, de déformation. Ça, c'est accepté. Le problème, c'est que ça se passe pas comme ça dans la nature. Ça va faire une flèche à partir du milieu. Donc tu es obligé de diviser par 2 ta zone de déformation. Donc là, c'est plus que 2 mm acceptable. Ah, c'est un peu moins drôle là, mais bon, enfin bref. Pour l'instant, je vous la joue court, c'est histoire de comprendre en fait jusqu'où on peut aller et vous faire comprendre des notions de rigidité pour après. Donc allez, je vais faire un petit dessin. Une poutre, en gros. Tu vois, on va prendre la poutre d'abord simple, hein, tu vois,